BFM Bourse, on refait la séance. Avec Aymeric Blond et nous rejoint Taylor AM. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Apple a franchi aujourd'hui la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Ça ne lui était jamais arrivé. Mais il n'y a pas qu'Apple. Microsoft aussi a franchi cette barre de plus de 4 000 milliards tout à l'heure. Donc Nvidia n'est plus seul. Voilà. Comment est-ce que vous regardez ce phénomène ? 4 000 milliards de dollars de capitalisation chacune. On rappelle que la capi globale du CAC, c'est 3 000 milliards. Là, chacune, c'est plus de 4 000 milliards. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on s'est émerveillé de Apple à 1000 milliards à un moment donné, il y a quelques années. Aujourd'hui, on a effectivement 4000 milliards. Il y a des mécaniques différentes. Il y a aussi de l'actualité assez régulière qui a alimenté cette progression. Mais on peut parler aussi surtout de flux passifs avec beaucoup d'allocations tactiques, de basket stratégiques, etc. Et donc effectivement, concentration des flux et allocation tactique. Je pense que c'est ce qui a vraiment dicté un petit peu ce secteur-là, parce que effectivement, le news flow concernant Apple ou Microsoft. Au-delà des bonnes publications qui se sont succédées, qui arrivent sur les GAFAM demain et mais qui par le passé se sont succédées, n'ont pas été des publications qui ont de nature à révolutionner le business case. Demain soir, Microsoft publiera, ainsi que Meta, Alphabet, et après-demain soir, ce sera au tour d'Amazon et Apple. Microsoft progresse de 2% et donc franchit à nouveau la barre des 4 000 milliards de dollars de capi parce qu'on a appris ce deal avec OpenAI. Microsoft détiendra 27% d'OpenAI. En échange, OpenAI achètera du cloud à Microsoft pour 250 milliards de dollars. 250 milliards, vous avez bien entendu. C'est la routine habituelle des techs américaines. Et on apprend aussi aujourd'hui qu'NVIDIA va investir en haut dans Nokia. Nokia, oui. La société finlandaise. Impressionnant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Pour faire de l'IA. On met de l'IA partout, et son IA partout. Probablement, mais... Ouais. On a aussi PayPal, qui nous annonce PayPal, le titre est en hausse de 10% à la Wall Street. PayPal annonce un partenariat avec OpenAI pour intégrer son portefeuille électronique PayPal à ChatGPT. Voilà, PayPal gagne 10%. Et la publication aussi est saluée. On en est là dans la tech américaine, et les indices US sont sur de nouveaux plus hauts historiques. Ici à Paris, Capgemini, on est à l'orée de la tech. On y est un petit peu dans la tech avec Capgemini quand même. Oui, on est dans la tech. Bon, plus 1,8%. On se demandait si face à l'IA, Capgemini avait encore un avenir. Et il semble que là, le relèvement des prévisions de Capgemini pour la suite soit justement dû à l'IA. Donc l'IA nourrirait peut-être l'amélioration des perspectives annoncées aujourd'hui. Est-ce que vous vous renforcez sur Capgemini ? Oui, d'autant plus qu'effectivement, on avait touché un plancher un petit peu en cours de bourse. Et on parle d'IA là, mais effectivement, ils ont fait une acquisition de 3,3 milliards, WNS, qui justement dans l'IA agentique, donc une forme d'IA un petit peu évolutive, assez intéressante pour la suite des événements, qui pourra bien se plugger dans les suites software que Capgemini installe chez les clients. Non, c'est plutôt des bonnes choses. Il y a des perspectives assez encourageantes, le relèvement de la guidance, comme vous l'évoquiez. Après, on a aussi des redémarrages de zones géographiques qui sont assez intéressants, avec effectivement un fort redémarrage à 2 chiffres aux US, en Asie, c'est un peu plus faiblard en Europe, notamment en France, mais sinon effectivement globalement on a un sentiment que les choses commencent un petit peu à redémarrer et qu'on a touché un petit peu le fond de la piscine. Le titre gagnait 8% à l'ouverture, il termine à plus 1,5% parce que pendant le conf call, la direction s'est montrée plus optimiste pour la suite, mais un peu moins plus optimiste que ce qu'espéraient les investisseurs. Il y avait une forme de prudence dans le relèvement des prévisions, dans la tonalité de ce conf call, si bien que la hausse s'est un tout petit peu dégonflée. On termine quand même en jolie hausse ce soir, ça fait du bien de voir Capgemini, deuxième plus forte hausse du CAC. André, on vous retrouve à nouveau chez Saxo. Est-ce que d'un point de vue technique, vous sentez que quelque chose se réenclenche pour cette valeur ? D'un point de vue technique, ça a été une séance pour le coup très mouvementée. On a eu un rejet de la moyenne mobile à 200 jours qui est à 140,70 € à peu près. Donc cette moyenne mobile, elle a été rejetée. On a essayé de la dépasser, on n'a pas réussi. Et là aujourd'hui, on vient clôturer pile poil sur la moyenne mobile 100 jours où on est autour du coup des 130. C'est un niveau qu'il va falloir préserver pour espérer maintenir, on va dire, la réaction post bonne nouvelle et post annonce d'aujourd'hui. Il va falloir se maintenir au-dessus de cette moyenne mobile. Et on a un RSI qui peut venir soutenir parce qu'on a quand même une force de mouvement qui est intéressante, mais vraiment attention à ce niveau des 130 qu'il faut préserver pour espérer retourner tester du coup derrière cette moyenne mobile de 100 jours à 140, 50, 70 on va dire, et après les objectifs à plus long terme si on maintient un biais positif, ça peut être d'aller viser 150, 155, mais vraiment attention à ce niveau des 130 qui est aujourd'hui un niveau clé sur Capgemini. En début de séance, on aurait dit qu'on avait vraiment un regard plutôt positif avec justement ce test de la MM200, et là le fait qu'on l'ait vraiment rejeté de manière assez violente et assez forte, revenir sur la MM100, ça allège ou en tout
tout cas, ça diminue un petit peu le mouvement technique ou l'indication technique qu'on peut avoir sur le titre. Merci beaucoup Andrea. Capgemini gagne 1,5, mais il y a mieux, Edenred, parce que le risque fiscal semble un peu s'éloigner, provisoirement sans doute. Les députés de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, finalement, se prononcent contre une cotisation patronale sur les titres restaurants, une cotisation patronale de 8%. Sauf que l'idée pourrait revenir dans l'hémicycle en séance plénière. Enfin, les marchés ont acheté l'idée que la fiscalité pourrait ne pas trop s'alourdir. Plus 3,5 encore ce soir Edenred. Il avait gagné 25% la semaine dernière déjà ce titre. Est-ce qu'il faut continuer d'accompagner ou pas ? Alors moi, structurellement, je suis vendeur sur ce titre. C'est un dossier qui effectivement extrêmement intéressant d'un point de vue de la consommation, d'un point de vue de la croissance, d'un point de vue des marges. Le problème, c'est qu'il est entaché, l'histoire est entachée par plein de problématiques réputationnelles. Des problèmes d'appel d'offres qui auraient été un petit peu tendancieux, on l'a vu en Italie, qui avait lancé un petit peu le mouvement baissier assez fort d'Edenred, sur des appels d'offres qui avaient été soi-disant truqués ou mal faits. Oui. Vous leur faites plus confiance. Il y a un déficit réputationnel, il va falloir qu'ils se rachètent un petit peu une moralité ou une réputation par rapport aux investisseurs, parce que ça porte des à-coups assez importants au cours de bourse. C'est vrai qu'on est dans des marchés qui sont dictés un petit peu par des mouvements peu momentum. Si on a des mauvaises nouvelles, on perd beaucoup. Si on a des meilleures, on gagne beaucoup. Mais souvent, les mouvements de baissier sont plus forts que les mouvements haussiers. Et c'est vrai qu'Edenred, ils reviennent de loin. Et puis, aujourd'hui, on a un aléa réglementaire. C'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça reste quand même un gros marqueur de la consommation. Donc effectivement, taper sur les tickets restaurants, c'est taper sur la consommation, c'est un peu vu quand même. Oui. Alors après, ça peut revenir encore une fois en séance plénière à l'Assemblée, on reste prudent, mais bon, ce soir gagne 3%, le titre gagne 3%, Pluxee aussi, qui dans le sillage d'Edenred depuis plusieurs jours enchaîne les belles séances. On vous rappelle le CAC, ce soir, il a perdu 0,27%. L'IA est-elle devenue trop forte face à nous autres pauvres humains? Amazon annonce 14 000 suppressions de postes aux États-Unis dans les bureaux. C'est les cols blancs là qui sont visés en raison de l'arrivée de l'IA, nous dit Amazon. On en parlait tout à l'heure dans le club. À retrouver le club, bien sûr, en replay sur l'application BFM Business. EssilorLuxottica, la mine de rien, comme ça, tranquillement, marque un nouveau record aujourd'hui. Le titre termine au plus haut historique ce soir, EssilorLuxottica. On se met à la place d'un investisseur particulier. Traditionnellement, les particuliers, c'est Air Liquide, leur valeur chouchoute. Est-ce qu'ils doivent changer, troquer Air Liquide pour EssilorLuxottica? Est-ce que pour vous, ça doit être Essilor désormais leur valeur préférée? Avec les perspectives, des lunettes connectées, etc. Non, c'est vrai que historiquement, les gens ont préféré Air Liquide. Nous, gérants Action, on a préféré Air Liquide. EssilorLuxottica, au départ, c'était un dossier, Essilor, avant l'absorption de Luxottica, c'était un dossier un petit peu défensif, parce que effectivement très connoté santé, verts, etc., correctifs. 70% de ces verts correctifs sont remboursés, donc c'est beaucoup de prescriptions. Donc c'est très intéressant d'un point de vue défensif. Luxottica est arrivé à apporter une composante un peu de consommation discrétionnaire. Donc ça a apporté une identité nouvelle à la société, mais c'était une société un peu plan-plan. Et là aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a des innovations dans le secteur. Sur les verres correctifs pour la myopie, Stellest, dans l'IA et dans la réalité virtuelle avec ces lunettes connectées, avec le partenariat qu'ils ont avec Meta. Oui. On voit que EssilorLuxottica devient une société d'innovation, et ça c'était tout à fait nouveau. Ça peut changer le profil de valorisation, parce qu'effectivement une société de technologie est plus valorisée. Oui, je pense qu'il y a un flux acheteur assez important en ce moment sur EssilorLuxottica. J'apporterai une nuance. Je dirais pas tout ou rien, Essilor contre Air Liquide. Je dirais plutôt Air Liquide et EssilorLuxottica. Je pense que les deux peuvent cohabiter dans un portefeuille un peu bon père de famille. Oui. Qu'on peut mettre un 60-40 peut-être. Vous voyez double. Oui. Mais si vous voulez des chiffres, historiquement, Air Liquide, depuis 88, la première date de cotation, c'est 4000% de croissance. Contre EssilorLuxottica, première cotation en 2020, 1900% de croissance. Donc voilà. Air Liquide, quand même, dans la durée, a soit une performance un peu plus robuste. Oui. Ce soir, donc, EssilorLuxottica bat un nouveau record en séance. Un dernier mot, juste très très rapide. Demain matin, on suivra les publications d'Airbus, Adidas également, laquelle vous allez suivre particulièrement dans tout l'univers des publications qui nous attendent, même si jeudi sera la principale journée de la semaine. Alors, Airbus plutôt. Airbus plutôt, parce que on n'est pas à l'abri de bonnes comme de mauvaises surprises. C'est vrai que l'enjeu chez Airbus, c'est les montées en cadence, l'arrivée à monter en cadence sur les lignes de production. On sent que effectivement sur la partie petit porteur à 220, on va avoir des problèmes, mais ça ils l'ont annoncé, donc c'est déjà pas mal un peu défloré comme sujet. Mais sinon, il y a
je veux dire, il y a la partie défense, il y a la partie aérospace. Tout ça, c'est plus de 30% du chiffre d'affaires. C'est pas que le civil. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un réservoir de croissance encore assez important chez Airbus. Là où Adidas, consommation, un peu plus difficile. Ouais, quelle synthèse. Demain matin, donc, ces 2 publications à suivre, à vivre, et l'ouverture demain dans Good Morning Markets avec Étienne Braque, bien sûr. Merci beaucoup, Aymeric, d'être passé nous voir. Aymeric Blond, gérant pour Taylor AM.